Mali sous aucun blocus. Malgré la crise du carburant et les rumeurs de tension, notre pays va de l'avant car dans les villes et campagnes, chacun va à ses occupations. Mieux, la communauté étrangère présente au Mali démontre tous les jours qu'elle est en sécurité, un tableau qui contredit les images de crise diffusées ailleurs. Nous les rencontrons ce soir dans ce journal et pour compléter ces faits avérés, un invité sur ce plateau en la personne du docteur Ali Tounkara pour vous édifier davantage sur les mensonges d'asphyxie de notre pays. La 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, s'approche à grands pas. La créativité malienne à l'honneur. Pour s'en assurer, le ministre en charge de l'artisanat et de la culture, Mahmoud Afé, a visité plusieurs unités artisanales de Bamako. Notre équipe de reportage conduite par Moussa Kamara a suivi pour vous cette tournée au cœur du savoir-faire national. Quel bilan faire du premier salon international de la défense et de la sécurité? D'abord une première. Dans la sous-région, le BAMEX 2025 a permis d'explorer des idées et former des partenariats vigoureux. Les organisateurs de s'enorgueillir d'avoir relevé le défi organisationnel et aussi porté de l'envergure au renforcement de la coopération entre les gouvernements, les chefs militaires et les experts de la défense. Abdul Karim Kaba nous en dira plus. Bonsoir à tous, vous regardez le 20h de l'ERTM et vous avez bien raison, bienvenue Dr Ali Tounkara, bonsoir. Bonsoir Madame Traoré. Le plaisir est renouvelé de vous avoir encore une fois sur le plateau de notre grande édition. Vous êtes le directeur du Centre des études stratégiques et sécuritaires au Sahel. Dr Ali Tounkara, rapidement dites-nous, le Mali est-il sous blocus ? Merci Madame Traoré pour la question. Le Mali ne l'est pas, pour preuve, effectivement. Toutes les voies, qu'elles soient aériennes ou terrestres, restent non seulement accessibles, mais dans le même temps ouvertes sans incident à ces jours. Pour dire que le Mali est sous blocus, c'est narratif, il est à comprendre, même si on n'a pas à le légitimer. Pour rappel, les médias qui sont à l'origine d'une telle expression ou d'une telle hypothèse sont des médias malheureusement, qui chercheraient non seulement à travers la désinformation et la propagande de dépeindre le Mali, le faire passer comme un pays qui serait dans une situation de déliquescence. Donc de ce fait, n'oublions pas quand même que ces médias et ces commentateurs appartiennent à des chaînes où sont citoyens des pays qui ont par moment eu des difficultés avec l'État du Mali. De ce fait, le souhait le plus ardent de ces commentateurs ou de ces médias, c'est de voir le Mali aux abois. Donc, dire que le Mali est sous blocus, naturellement, c'est une... non. Voilà, on va approfondir ça tout à l'heure. Et pour dire que notre pays n'est sous aucun blocus, ces témoignages dans ce qui va suivre de la communauté étrangère présente au Mali démontrent à souhait, malgré la crise du carburant et les rumeurs de tension, que notre pays vit et vibre au rythme de ses différentes activités. Tous les jours, cette communauté étrangère démontre qu'elle est en sécurité, un tableau qui contredit les images de crise diffusées ailleurs. Un Mali vécu de l'intérieur où les étrangers se sentent chez eux et où chaque culture contribue à faire vibrer la capitale. Bamako entre saveurs, rire et commerce soutenu par les étrangers. C'est dans ce reportage de Moussa Papaïdara et Alkaou Traoré. Ici, au Musée national de Bamako, ce sont les couleurs du Cameroun qui ont pris le dessus ce week-end. Des viandes épicées mijotent tout doucement sur le feu et à côté d'autres spécialités. Ces jeunes étudiants camerounais démontrent que la destination Mali est sûre à travers cette foire culturelle. Il fait très bon vivre au Mali, nous sentons chez nous. Moi-même, je suis déjà un Malien. Ici, aujourd'hui, nous sommes là, nous avons pu organiser cette foire culturelle qui est à sa 34e édition. Donc, ceci est une preuve que, voilà, malgré cette crise, la situation sécuritaire du pays reste la même et nous avons confiance aux autorités compétentes, nous avons confiance à l'administration et c'est pourquoi nous souhaitons beaucoup de courage et vraiment nous sommes de tout cœur avec ce pays, le Mali. Lorsqu'on remonte l'allée improvisée de la foire, un constat revient sans cesse. Les communautés étrangères vivant au Mali se disent sereines. Toutes affirment que la vie continue tranquillement. Seule fausse note du moment, des difficultés liées à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Une inquiétude qui bat en brèche les allégations de certains médias faisant croire que Bamako est sous blocus. Ça arrive tout dans un pays, toujours il y a des crises, on surmonte ces crises-là, donc ça va aller je pense. Et ici, vous avez le mets de pistache. Comme vous voyez, ça se fait avec des graines de courge.
Mais nous remarquons également que la plupart de la communauté malienne préfère le ndolé. Le Mali, c'est comme une maison. Il y a des moments, c'est une maison, c'est une famille, il y a des moments où ça ne va pas, mais ce n'est pas parce que ça ne va pas qu'on ne doit pas sourire. On doit aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle, peu importe les soucis que nous avons actuellement et que nous savons que nous allons les surmonter par la grâce de Dieu. Au cœur de la CI 2000, franchir le seuil de ce restaurant, c'est se plonger dans un autre tableau de Bamako. Un carrefour vivant où se mêlent les voix, les accents et les énergies d'une mosaïque de nationalités. Ça fait au maximum 5 ans. Je suis là, oui. Mais tout va à Bamako. On est là, je n'ai ni parents ici, mais ça va. Les Maliens sont bien, ils sont accueillants, ils sont gentils. Les gens qui ont dit que ça ne va pas, c'est du mensonge, ça va au Mali, tout va bien. Comme vous voyez déjà, on est dans un restaurant, tout se passe bien au Mali et puis tout le monde vit des hauts et des bas. Aujourd'hui, ça va, on se bat et puis les Maliens sont là. On vit bien, la population est déjà soudée derrière nos armées. Et moi, je ne vois pas là où il y a le problème. Ici, les chiffres d'affaires n'ont pas pris un coup, puisque le poulet Soumbala continue d'être commandé à volonté. Ça, c'est une commande qui doit partir tout à l'heure. C'est commandé par des Béninois et des Togolais. Bon, il y a quelques Burkinabés aussi qui vont manger ça. C'est quoi? C'est du poulet au Soumbala. Ah, les gens préfèrent le poulet au Soumbala, ils préfèrent langue de bœuf, ils préfèrent riz au Soumbala, ils préfèrent le foutou, poulet à l'ail. En tout cas, les gens préfèrent manger beaucoup au Soumbala ici. Chaque jour, je gagne des visites des étrangers qui viennent manger en même temps pour profiter pour assister les avis. Nous sommes là, on tourne. Et on fait le tour des quartiers, on fait le tour des régions, nous gagnons notre pain quotidien. En tant que Burkinabé vivez ici, ça va. Vous-même voyez les affaires et chaque jour je vends au moins 5, 6, 7, 8, 10 sémices. Bon, les complets aussi peuvent avoir 2, 3, 4. Il y a des maillots burkinabés qui sont en train de filer comme il y a la canne qui vient d'arriver. Et ça va, alhamdoulilah. Au Mali, ici, au moment, il n'y a pas aucun problème. Entre restaurants animés, petites entreprises tenues par des Africains et étudiants venus de toute la sous-région, la capitale malienne respire un mélange de confiance et de solidarité. Derrière sa machine à coudre, Gérard, tailleur togolais, renvoie l'image d'un Mali stable au quotidien. J'ai un panneau chez moi ici que je travaille avec ça et j'ai un groupe aussi électrogène. Ici, le panneau, le jour que le panneau ne travaille pas, je mets l'essence dans le groupe et je travaille avec ça. Les clients viennent, on travaille nuit au jour, ils viennent toujours comme d'habitude. Il y a toutes sortes de gens qui sont parmi mes clients. Le travail qu'on fait, la couture quand même, on gagne beaucoup. Et actuellement, je peux dire au Mali, chez moi quand même, ça va. L'ambiance générale reste calme et rassurante. Le Mali, où il fait toujours bon vivre. Oui, Moussa Papa Aïdara, c'est bon de les entendre dire que tout va bien chez nous. Bamako Culture, Bamako Culinaire, vous venez de le voir, docteur Ali Tunkara. Mais dites-nous, pourquoi donc cette cabale médiatique orchestrée par certains médias occidentaux contre notre pays, le Mali, docteur? Oui, Madame Traoré, lorsque on écoute certains médias, comme vous l'avez bien martelé, occidentaux et même sahéliens, lesquels médias ou lesquels commentateurs seraient non seulement, si vous voulez, engagés dans une mission de déstabilisation, mais dans le même temps, on a eu du mal à savoir si toutefois avons-nous affaire à des journalistes, à des propagandistes ou à des activistes. Et d'ailleurs, certains commentateurs sont quand même de la hiérarchie militaire des États dits souverains. Tout cela, on ne peut le comprendre que lorsque nous allons le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé entre l'État du Mali et les États concernés par cette cabale médiatique. Pour rappel, le départ des troupes occidentales du Mali en 2022, celui de la mission onusienne en 2023, sont des éléments qui ne sont pas sans conséquence. C'est le comportement auquel ces acteurs font l'objet. Lequel comportement, faut-il le rappeler, est quand même loin d'obéir à l'orthodoxie, d'obéir justement même à l'éthique journalistique. Donc on comprend heureusement que au-delà du seul fait que ces acteurs s'adonnent à cette désinformation, ils chercheraient par la finalité justement de susciter un sentiment de révolte, oui, de peur également, de peur, d'angoisse,
d'abord auprès des populations maliennes, et de là même saper le moral des troupes qui sont engagées aujourd'hui sur des théâtres sensibles. Et ils penseraient que d'ailleurs ils n'ont même pas hésité de le rappeler à maintes reprises que de ces soulèvements, justement de ces dénigrements de l'armée malienne, on pourrait assister même à un renversement de l'existence. Les populations se soulèvent contre les pouvoirs politiques. Alors dites-nous, docteur, quelle attitude nous devons adopter, que ce soit les populations ou bien que ce soit même les médias classiques, pour faire face à ces mensonges, ces détracteurs de notre pays? Le comportement d'abord à incarner en tant que citoyen, c'est-à-dire que derrière ces médias, il y a des hommes et des femmes qui ont une mission de déstabilisation. Ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'au-delà de la portée de ces médias, qu'ils sont clairement engagés dans une mission qui consisterait à dénigrer le pays, dans une mission qui consisterait à confondre l'antécédent qu'ils ont avec l'État du Mali et les réalités sécuritaires auxquelles nous faisons l'objet. Donc il est de notre responsabilité en tant que citoyens de comprendre justement ces jeux. Une fois que ces jeux est compris, il est aussi important de ne pas servir des relais de propos tenus par ces acteurs ou des relais des informations fausses véhiculées par ces médias. Et tout cela doit se faire dans un esprit, si vous voulez, de courtoisie, dans un esprit de solidarité. Il est quand même important de rappeler qu'en dépit de ces campagnes de désinformation, de diabolisation, les Maliens ont fait l'objet d'une solidarité sans commune mesure. Oui. Les Maliens ont fait l'objet d'une résilience sans aucune... on ne l'a jamais vu nulle part. Donc oui. Tout cela, je pense que témoigne à suffisance que les Maliens sont aujourd'hui sujet de leur présence et non l'objet qui serait manipulable, voire qui ferait l'objet de, si vous voulez, d'instrumentalisation de la part de qui que ce soit. Et légalement, qu'est-ce que le Mali peut faire? Est-ce qu'on peut porter plainte contre ces médias pour diffusion de fausses informations, docteur Ali Tounkara? Il n'y a pas un tribunal international pour les médias, mais c'est vrai que de devoir reste possible. Du moment où ces acteurs appartiennent à des États souverains, et naturellement, l'État du Mali pourrait porter plainte auprès du Conseil de sécurité pour non seulement montrer son mécontentement, mais dans le même temps d'apporter toutes les preuves tangibles que ces médias sont dans la désinformation et sont dans la propagande. Et également, on peut aussi saisir des instances régionales ou voire sous-régionales comme l'Union africaine pour dire que le Mali étant membre à part entière de cette instance, elle a aussi la responsabilité de porter la voix du Mali. Bon, l'autre hypothèse qui reste aussi plausible, c'est de porter plainte auprès des tribunaux nationaux de ces pays, mais lorsqu'on sait pertinemment aussi que lesquels tribunaux, majoritairement, seraient aussi en phase avec cette cabale dont ces acteurs ou ces médias s'adonneraient vis-à-vis de l'État du Mali. Donc, et enfin, on peut aussi, la moindre des choses, de rappeler, ou enfin, en tout cas, d'interpeller les différentes chancelleries de ces États concernés qui sont sur le sol malien, à travers les ministères des Affaires étrangères, pour protester et même pour demander d'explications à ces différentes chancelleries présentes sur le sol malien. Vous avez fait cas tout de suite de l'Union africaine. On sait que le Mali, c'est l'AES, c'est 3 pays debout ensemble. Alors, au-delà du Mali, que peut faire donc la Confédération pour rassurer les citoyens face à toutes ces agressions extérieures? C'est de continuer de s'inscrire dans un rapport de déconstruction de ces récits imaginés, orientés, construits par ces médias occidentaux. C'est de continuer également d'informer les populations de ces 3 États de l'urgence, justement, de se prémunir de ces désinformations, de l'urgence à comment se prémunir également de toutes ces campagnes, justement, de dénigrement auxquelles les différentes armées font l'objet. Si vous regardez à travers ces médias et radios, vous allez vous rendre compte que derrière toutes les victoires remportées par les armées des 3 pays réunis sont des victoires qui sont étiquetées par ces médias, par ces commentateurs comme des exactions. Donc, d'ailleurs, ils confondent même les 3 États comme des ennemis de groupes radicaux violents. Donc, c'est là qu'il est de la responsabilité, effectivement, des 3 États réunis de continuer à sensibiliser dans les langues nationales et de continuer surtout à jouir de plateaux de ce type pour que ce narratif
justement qui est un narratif apocalyptique puisse être déconstruit par un narratif qui serait en phase avec le réel et non avec ce que l'on veut que ces trois pays soient. Alors, une dernière question rapidement. Comment démêler le vrai du faux? Les populations doivent suivre les médias publics, les médias du gouvernement pour savoir que la réalité passe par là-bas, n'est-ce pas? C'est une évidence, les médias d'État sont l'émanation justement de ces mêmes populations. Et il est la responsabilité effectivement de ces médias d'État de continuer à les informer, mais aussi la responsabilité de ces populations de se dire, attention, sommes-nous dans un contexte de crise sécuritaire? Sommes-nous en face des acteurs qui ne prient que de voir nos États dans des situations tout à fait chaotiques? De ce fait, et ces populations également, elles doivent non seulement accepter une certaine somme de sacrifices et de privations. La lutte contre le terrorisme s'appelle le longtemps. La lutte contre le terrorisme nécessite de moins coûteux. L'aller-retour d'un seul drone en moyenne coûte entre 7 millions à 20 millions de francs CFA. Donc tout cela n'est pas sans conséquence sur la prestation des autres services comme l'éducation, la santé, même l'accès à l'énergie. Non pas parce que l'élite au pouvoir n'est pas soucieuse de l'accès à l'énergie ou n'est pas soucieuse d'une éducation de qualité, elle fait l'objet d'une insécurité qui l'oblige justement à agir de la sorte. Merci beaucoup, Dr Ali Tunkara. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Pour magnifier davantage cette quiétude dans notre pays, votre émission Question d'actualité porte ce soir sur le 2e anniversaire de la reconquête de Kidal par l'armée malienne. C'était le 14 novembre 2023. 2 ans après, comment se présente la situation sécuritaire sur le terrain? Quels sont les acquis en termes de retour de l'administration, des déplacés, et quels sont les défis futurs? Voilà autant de questions évoquées par Sidiki Dembélé et ses invités. Mohamed Traoré, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et le colonel-major à la retraite Edmond Ousmane Korongo, Madame Askofari Oulematou Tamboura, vice-présidente du REFAMP, et Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Aïdara de la société civile. Je vous propose de suivre un extrait de ce débat qui sera diffusé ce soir après l'émission Défense citoyenne. Les moyens que l'armée malienne a acquis ont permis, avec le courage des FAMA, de sauter le verrou de Kidal. Ces moyens dont nous n'avons jamais eu. Je suis un ancien militaire à la retraite. Je n'ai jamais connu les drones. Lorsqu'on parlait de drones, pour nous, c'est les drones dans les films. Dieu merci, l'armée malienne s'est dotée de drones, des avions de chasse de dernière génération, des moyens de l'artillerie, des moyens de blindés. On était prêts. Les moyens étant là, les militaires étant prêts, donc le verrou de Kidal a sauté. Et nous avons applaudi, nous avons chanté. La prise de Kidal va permettre de changer les rapports de force. Les rapports de force entre tous ceux qui avaient la main dans les dossiers Sahel. Aujourd'hui, en reprenant Kidal, le Mali et le Sahel deviennent très forts. Le Mali peut dire je ne suis pas d'accord. D'où les dialogues intermaliens. Pour dire tout simplement, si vous avez un problème avec les Maliens, vous êtes Malien, le dialogue il est ouvert, venez, nous allons parler en tant que Maliens. Mais il n'est plus question que quelqu'un vous pousse pour vous dire asseyez-vous là, mais attendez, je vous dirai ce que vous allez dire. Non, ça ne marche plus. C'est une dignité retrouvée pour le peuple malien, c'est une dignité retrouvée pour les autorités maliennes. J'entendais dans une intervention précédente que nous avons la chance d'avoir à la tête de l'État un dirigeant qui ne se laisse pas compter des instructions, des injonctions. C'est exactement ça la définition de la souveraineté. Nous parlons de 2 ans après Kidal, souveraineté retrouvée, c'est exactement ça. La souveraineté, lorsqu'elle s'exerce vis-à-vis de l'international, c'est la capacité d'un pays à ne pas recevoir d'injonctions, à ne pas recevoir d'instructions de la part d'une quelconque forme d'autorité. Il faut maintenir la sécurité, surtout pour ce qui concerne les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables. Et aussi, il faut que les services de l'État qui ont été rétablis, il faut les pérenniser. Cela aussi représente un défi. Et il y a également un défi de la participation des femmes. Parce qu'elles ont été les premières victimes. Donc il y a lieu
qu'on prenne en compte ces défis pour que leur autonomisation puisse se faire et qu'elles puissent être à l'abri. Voilà, débat à suivre dans nos programmes ce soir après l'émission Défense citoyenne, un débat animé par Sidiki Dembélé, l'an 2 de la reconquête de Kidal par les Fama à Sikasso, Ségou et Koulikoro. La journée a été commémorée avec joie et espoir. Le compte rendu est signé Mariam Touré, Kondesila et Adama Traoré. La cérémonie de célébration de la journée du 14 novembre revêt une importance historique au vu de son caractère symbolique et historique. Il s'agit du retour effectif de l'État à Kidal. À cet effet, les initiateurs ont tenu à situer l'événement dans son contexte devant un parterre d'étudiants. Cette journée de célébration fait de débat universitaire a pour objectif d'analyser le contexte sécuritaire, politique et historique ayant conduit à l'offensive de 2023, d'examiner les défis de la gouvernance locale, de la réconciliation et de la pacification de la zone. Cette reconquête de Kidal a donné une dimension populaire aux autorités de la transition. Celles-ci ont réalisé l'exploit de soulager tout un peuple meurtri dans son âme. Les autorités régionales de Koulikoro ont signifié dans l'air dynamique que cette conférence a sa raison d'être surtout en milieu scolaire. Il a fallu l'avènement de la transition en 2023 pour buter la horde des terroristes de cette ville-là. Et aujourd'hui, le Mali a l'entièreté de sa souveraineté sur cette région. Auparavant, un panel de haut niveau sur la portée de cette journée fut animé par d'éminents conférenciers. Leurs interventions se sont situées sur la réunification du Mali, dont Kidal en est le symbole. Par l'organisation de cette journée anniversaire de la reprise de la ville de Kidal, le 14 novembre 2023, par notre vaillante armée, démontrant à la face du monde la ferme détermination de notre pays à recouvrer l'intégralité du territoire national. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale demeurent des valeurs fondamentales et cardinales de notre peuple. Cette quête de souveraineté s'est matérialisée par l'offensive militaire victorieuse des forces armées. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la quête permanente d'une souveraineté totale et entière. Et le thème retenu pour 2025 est assez révélateur. Retour effectif de l'État à Kidal, enjeu et perspective d'une souveraineté territoriale affirmée, résonne profondément avec l'actualité et l'histoire de notre pays. Le retour de l'État à Kidal n'est pas seulement une victoire institutionnelle ou militaire. C'est une renaissance politique, morale et symbolique. C'est le signe que le Mali se reconstruit, se rassemble et se relève. Le panel qui a suivi est animé par des universitaires et administrateurs de longue expérience a permis d'édifier l'assistance. Nous sommes très contents pour cette belle initiative et le retour de l'État à Kidal et pour une souveraineté territoriale affirmée. Le 14 novembre est une journée très inoubliable pour les Maliens et je vois que Kidal a été retrouvé. Nous sommes très ravis de cela. Les personnes qui étaient déplacées ont retrouvé leur habitat et que je souhaite un repos éternel pour nos soldats qui sont tombés au front. Une journée pleine et la fierté d'être malien se lisait sur tous les visages avec la réaffirmation du soutien aux autorités en place. Cadre d'échange et d'analyse entre enseignants, chercheurs, universitaires et autres personnalités, ce colloque de l'Université de Ségou vise à célébrer le 14 novembre, date anniversaire marquant le retour de l'État à Kidal. Et le thème choisi est évocateur à plus d'un titre. Retour effectif de l'État à Kidal, enjeu et perspective d'une souveraineté territoriale affirmée. Kidal n'est pas une localité comme les autres. Elle est devenue au fil des décennies le miroir de nos douleurs et de nos espoirs. Le reflet de notre volonté de vivre ensemble, de bâtir un Mali indivisible. Son absence de giron administratif a longtemps symbolisé une faille dans la continuité territoriale
et institutionnelle de notre État. Ce colloque aura permis à d'éminents spécialistes d'évoquer plusieurs sujets, des sujets relatifs à cet événement symbole de la souveraineté retrouvée, les enjeux liés à la gouvernance locale, la réconciliation et la pacification des territoires, la relance des services publics ou l'enracinement de l'État et la consolidation de la souveraineté nationale. Cette journée de réflexion témoigne de la vitalité intellectuelle et du patriotisme de notre université. Elle s'inscrit dans la droite ligne de notre mission fondamentale qui consiste à penser le Mali, à comprendre ses défis et contribuer par la science et le débat d'idées à la construction de son avenir. Les questions-réponses, mais surtout des messages relatifs au dialogue et à la cohésion sociale ont été largement évoqués. Revenons sur le Salon international de la défense et de la sécurité BAMEX 2025. Du 11 au 14 novembre dernier s'est tenu à Bamako ce salon dénommé Bamako Expo 2025, BAMEX 2025. Cette édition, une première dans la sous-région, a répondu aux attentes. D'abord le défi organisationnel, la participation des pays invités, la performance des matériels exposés et le renforcement de la coopération entre les gouvernements, les chefs militaires et les experts de la défense. Les temps forts de Bamako Expo BAMEX 2025, c'est avec Abdul Karim Kaba. C'était un rêve pour certains, impensable pour d'autres, mais voilà la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité Bamako 2025 du 11 au 14 novembre. Un coup d'essai qui a été un coup de maître à tout égard. Sur le plan organisation, quel défi relevé? La mobilisation a dépassé les prévisions. Le 11 et 12 novembre, le parc des expositions s'est transformé en de véritables tunnels. Les armements de pointe y sont exposés, au grand bonheur des initiés et simples visiteurs. Je suis vraiment émerveillé pour notre sécurité, pour notre souveraineté. J'insiste sur le mot souveraineté. Nous en avons besoin parce que nous avons été longtemps pillés. Depuis la traite négrière, de la traite négrière jusqu'à aujourd'hui, nous avons été trop pillés. Et ça suffit. C'est vraiment réconfortant. Réconfortant pour dire encore plus que le Mali, la sécurité règne sans problème. Organiser de tels forums, ça suppose que nous avons la sécurité. Il y a 25 millions de Assimi, on l'a toujours dit, 25 millions de militaires. Donc je suis civil, mais dans la tête c'est militaire quoi. Plus d'une dizaine de pays ont fait le déplacement de Bamako, une mobilisation qui est la preuve que le Mali est un pays fréquentable et une destination très sûre. BAMEX 25, c'est un lieu d'échange. C'est un forum à la hauteur internationale. Un lieu d'échange entre les décideurs, un lieu d'échange entre les forces de défense pour que l'Afrique, dorénavant, ne soit pas seulement considérée comme un spectateur cantonné dans les gradins d'une tribune, mais un acteur incontournable à part entière. Ce salon vient à point nommé actuellement où les mauvaises langues disaient que Bamako était pas inviter les populations à quitter, ainsi de suite. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à Bamako et en tant que membre du pays de l'AES, nous sommes fiers de pouvoir participer à ce salon. En marge des expositions, un panel de haut niveau a été animé par le ministre en charge des Affaires étrangères et son collègue de la communication sur les allégations mensongères entretenues par des sponsors invisibles des terroristes relatives à un quelconque blocus sur le Mali. Les journalistes ont eu des éléments de réponse clairs et précis sur le Mali. Après la phase d'exposition, les séances de démonstration ont eu lieu à Tanambo, localité située à une dizaine de kilomètres de Bamako. Des centaines de personnes ont effectué le déplacement dans la cité du Méguétan dans la quiétude. Avec les hôtes de jour, les pistolets 9 mm, les fusils d'assaut 7,62 x 39, les calibres 12, les mitrailleurs et les missiles sont mis à rude épreuve.
C'est là pour tester leurs capacités, leurs performances et leur endurance. Des armes de dernière génération qui ont pris en compte les nouveautés de la technologie. Si je prends l'exemple de ce fusil mitrailleur dont on vient d'essayer tout de suite, on sent qu'il est sans recul. Pour un militaire, vraiment, c'est à l'aise de l'utiliser quand on en a besoin. À travers Bamex 25, la voie stratégique de l'Afrique s'est renforcée depuis Bamako. Bamex 2025 incarne tout simplement un Mali nouveau, un Sahel en mutation et une Afrique qui s'affirme. Nous avions voulu ce regroupement ici pour appeler les autres et leur dire c'est à nous de concevoir notre défense d'aujourd'hui, notre défense demain. Avant, vous le savez, c'est les autres qui nous imposent ce que vous devez payer en termes d'équipement. C'est les autres qui nous imposent notre politique de défense. C'est les autres qui nous imposent où il faut aller payer vos équipements militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous concevons, nous regardons, nous voyons, nous apprécions ce qu'il nous faut pour notre sécurité. C'est l'expression d'une souveraineté qui ne se proclame plus, mais qui se pratique. Pour le Mali, c'est une manière de dire au monde, nous sommes debout et désormais nous comptons. Oui, nous comptons avec nos femmes. Les forces armées ont neutralisé ce dimanche plusieurs terroristes dans le cercle de Djenné. Le récit de l'opération, c'est avec Abdoulaye Sako. Aujourd'hui, 16 novembre 2025, aux environs du midi, la filature d'un véhicule transportant des combattants armés d'un groupe terroriste a conduit à la neutralisation de plusieurs terroristes à 20 km à l'ouest de Djenné. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. Cinquième édition du Salon international de l'artisanat du Mali, la créativité malienne à l'honneur. À l'approche du salon, les préparatifs s'intensifient. Ce samedi, le ministre en charge de l'artisanat et de la culture, Mamou Daffé, a visité plusieurs unités artisanales de Bamako. Notre équipe de reportage, conduite par Moussa Kamara, a suivi pour vous cette tournée au cœur d'un savoir-faire national inégalé. La visite a démarré dans une entreprise artisanale moderne à Daoudabougou où l'on retrouve toute la chaîne de production des meubles. Ici, le bois reste la matière de prédilection et le savoir-faire malien s'exprime avec finesse. Nous, on fait les meubles des bureaux, les meubles des bureaux et les meubles des maisons, et puis les meubles des écoles et puis les meubles des bureaux des ministres. Bon, et tous les meubles quoi. Dans la préparation du Siama 2025, on est en train de continuer les travaux de Siama. Le ministre Mamou Daffé s'est ensuite rendu dans une entreprise émergente spécialisée dans la menuiserie métallique. À Lafiabougou Koda, le fer y occupe une place centrale. Les artisans y conçoivent du matériel indispensable, notamment pour les hôpitaux. Nous confectionnons des lits d'hôpitaux, des tables d'opération, des tables d'accouchement. J'ai été formé ici même au Mali. À Wolofobougou Bolibana, le ministre a visité un autre atelier où s'est distingué un artisan malien, Youssouf Silla. Il a conçu un hélicoptère entièrement en fer. Une œuvre impressionnante qui a captivé l'attention du ministre et du public. J'ai conçu cet hélicoptère avec les moyens du bord. C'est un projet vieux de 10 ans. Si j'obtiens les moyens nécessaires, je peux en fabriquer un en 3 mois. La tournée s'est achevée au marché d'Ossolo Traoré de Médina Croix.
Nous sommes 350 ouvriers confirmés à travailler ici. Notre installation a été facilitée par Iban Diagne et le président ATT. Nous sollicitons aujourd'hui l'accompagnement des autorités car nous manquons d'eau et d'électricité. Cette visite du ministre en charge de l'artisanat intervient à quelques jours de l'ouverture de la 5e édition du SIAMA 2025. Cette année, nous sommes à la 5e édition. Une dizaine de pays ont confirmé déjà leur présence. Donc, il restait aux artisans maliens de se mobiliser. Au niveau du contenu, le contenu, c'est de montrer ce que nous savions faire. Donc, nous comptons sur la mobilisation de tous les artisans maliens, les 19 régions plus le district de Bamako, avec des produits de qualité et surtout avec la créativité. À l'issue de cette tournée, le ministre Mamou Daffé s'est dit impressionné par la diversité et la qualité des œuvres rencontrées. Aujourd'hui, nous avons visité 3 types d'entreprises. Une entreprise structurée, comme vous le voyez, avec plusieurs niveaux, vraiment une industrie, une véritable industrie. Comme on l'a dit, l'artisanat est effectivement la base de l'industrie. Et nous avons aussi visité une entreprise intermédiaire qu'on appelle une entreprise émergente dans le domaine de l'artisanat. Et donc c'est la semi-industrie et c'est une entreprise qui travaille avec une bonne finition, mais aussi qui tend vers l'industrialisation totale. Et la 3e série d'artisans que nous allons visiter, c'est les artisans de survie. C'est ceux qui se battent tous les jours, ça commence depuis le jeune qui fait le cirage aux mécaniciens. Et donc nous allons visiter, discuter, les expliquer un peu l'enjeu de ce salon cette année. Ce salon qui se veut un espace d'innovation et de créativité, mais qui va être un espace de partage entre les artisans du Mali, de l'AES, parce que le salon s'inscrit dans la dynamique de l'AES avec les autorités de l'artisanat des 3 pays qui seront ensemble ici, mais aussi nous travaillons beaucoup avec une dynamique sous-régionale et donc le salon est véritablement panafricain. Le salon international de l'artisanat du Mali ouvrira officiellement sa 5e édition le 27 novembre 2025 à Bamako. Année de la culture, le mois de novembre placé sous le parrainage du docteur Samuel Sidibé s'inscrit pleinement dans la réflexion sur le thème patrimoine et créativité, le rôle des musées. Le célèbre historien d'art a animé la conférence et en présence de Moussa Kamara et Suleiman Dambélé pour le RTM. Au Musée national du Mali, le docteur Samuel Sidibé a invité à repenser le rôle des musées, non pas des tremplins du passé, mais des tremplins pour l'avenir, où la mémoire devient une source d'inspiration. Le musée doit être perçu comme un espace de dialogue entre le passé, le présent et le futur. Les artistes sont des gens qui sont extrêmement importants pour cela, parce que ils ont une façon d'interpréter le monde, ils ont une façon d'interpréter leur environnement et ils sont donc aussi des créateurs qui permettent effectivement de faire ce que j'avais appelé à l'époque de mettre en place donc un patrimoine pour demain. Le patrimoine pour demain, c'est quoi? C'est tout ce qu'aujourd'hui l'on peut créer et qui peut être pour demain, donc un héritage que nous transmettons aux générations à venir. Avec le concept parrain du mois, le ministère en charge de la culture célèbre chaque mois une figure inspirante, symbole du dynamisme et de la créativité malienne. La dynamique de reconnaissance qu'il a à l'endroit de ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre, de ceux-là qui ont fait vivre la culture, le patrimoine, et ce choix me paraît vraiment pertinent. Il a passé toute sa vie dans la culture. Le public a salué la richesse des échanges et la passion du parrain, défenseur infatigable du patrimoine malien. On ne peut pas parler mieux que ce que le parrain a dit. C'était tellement expressif que finalement, il a touché du doigt l'essentiel de ce qui se passe malheureusement aujourd'hui sous nos yeux. Nous pensons que notre patrimoine devrait nous servir autrement. Nous pensons que notre patrimoine est un objet de musée. Non. C'est à la fois un objet de musée, mais un objet de musée dynamique.
entre passé et avenir. Le docteur Samuel Sidibé rappelle que le patrimoine reste une source d'inspiration pour construire le futur. Allez, on va se laisser emporter par l'hymne de l'unité résonné au son du balafon sous l'impulsion de l'association culturelle Nyanyerki en 3e région. Après 10 jours de formation autour de l'instrument fédérateur des communautés, ils sont 12 balafounistes à présenter le fruit de leur création au cours d'une cérémonie de restitution de la résidence de création artistique. Le compte rendu est signé Moussokoro Séreme et Suleiman Bamba. Des notes qui font danser, des sons qui se répondent et des rythmes qui se parlent. Dans un dialogue instrumental digne des grands opéras, 12 balafons pentatoniques proposent une symphonie dédiée à la paix et à l'unité. Un véritable chef-d'œuvre musical qui sanctionne une résidence artistique des balafounistes de l'espace Escabo. Entendez par là Sikasso, Korogo Bobojulasso, sous la houlette du maestro Suleiman Traoré d'Ineba Solo. Ni balata kalaje, yiri dedo, yiri mi ni asara, asalen kofe. Le balafon est la parfaite illustration de la composition de notre société, où les sons émis par les plus grands sont relayés par les plus petits. De la même manière, les anciens dictent et les jeunes exécutent. Tel est le résumé même des planches du balafon qui nous invite aujourd'hui à l'unité. À l'origine de ce projet artistique, l'association culturelle Nyanyerki, convaincue que l'unité africaine commence d'abord par la reconnaissance des valeurs partagées entre les peuples. Cette expérience a permis non seulement de renforcer les liens entre les artistes de notre pays, mais aussi de favoriser la transmission intergénérationnelle des savoirs musicaux. La dynamique est soutenue par le PCTL, programme de coopération transfrontalière locale, mis en œuvre par le Conseil régional de Sikasso. Une initiative qui vise à renforcer les liens socioculturels et à encourager la coopération artistique entre les collectivités voisines du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. La restitution prouve que l'unité culturelle renforce l'unité économique et sociale à laquelle nous aspirons dans notre espace commun. Je voudrais renouveler l'engagement du Conseil régional de Sikasso à faire de la culture un levier de développement durable pour nos populations. Le ministère en charge de la culture à travers la direction régionale reste convaincu que la formation et la création artistique sont essentielles pour soutenir nos artistes, renforcer leur professionnalisme et garantir la transmission des savoirs traditionnels. Devant la salle de spectacle Lamissa Bengali, l'année 2025, année de la culture décrétée par les autorités, continue sa marche inexorable au fil des scènes et des initiatives qui rapprochent les peuples. Et sur un tout autre plan, la Confédération démocratique des travailleurs du Mali change de nom. On l'appelle désormais la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Ce changement de dénomination est né de la volonté de se conformer à certaines réalités de l'Organisation internationale du travail. Le nouveau secrétaire général se nomme Ousmane Almoudou. Il est élu pour un mandat de 5 ans à l'issue du 10e congrès ordinaire de l'organisation syndicale, succédant ainsi à Dédéou Ousmane, désormais ambassadeur du Mali au Qatar. Tchamrokounati. De la Centrale démocratique des travailleurs du Mali à la Confédération démocratique des travailleurs du Mali, la CDTM change ainsi de dénomination et de posture à l'issue de son 10e congrès ordinaire. Une toute première nouveauté dans la vie de l'organisation syndicale étayée par l'élection d'un nouveau secrétaire général.
Ousmane Almodo dirige un bureau de 75 membres, dont 7 femmes. Il succède à Dédéo Ousmane, désormais ambassadeur du Mali au Qatar. Nous avons juste voulu nous conformer à un certain nombre de réalités dégagées par l'Organisation internationale du travail et aussi donner un nouveau dynamisme parce que nous voulons amener un certain nombre de réformes, de structuration au sein de l'organisation et avec le mot central, on ne peut pas amener ces réformes-là. Un nouveau mandat placé sous le signe du renouveau conformément à la volonté des congressistes. Ce qui justifie le choix du thème renforcement de la démocratie syndicale et de la consolidation du dialogue social pour une gouvernance inclusive et apaisée au Mali. Dans un contexte où notre pays s'emploie à consolider la paix, relancer son économie et restaurer la confiance entre les acteurs sociaux, la démocratie syndicale et le dialogue social apparaissent comme des piliers essentiels d'une gouvernance stable et inclusive. Dans le PV de conciliation que nous avons signé avec le gouvernement en 2021, le premier point c'était de voir la valorisation de la valeur indiciaire. Je pense qu'aujourd'hui le gouvernement a fait quelque chose là-dedans. À partir de janvier 2026, ça va commencer. Ensuite, nous avons demandé la reprise des chemins de fer. Ce congrès est une promesse, celle d'un syndicalisme plus transparent, plus inclusif, plus proche des réalités vécues. Nous devons repenser nos mandats, écouter les jeunes, les femmes, les travailleurs précaires. Pour l'apaisement du climat social dans l'intérêt supérieur du pays, la Confédération démocratique des travailleurs du Mali a adhéré au pacte de stabilité sociale et de croissance qui a produit son effet. Le gouvernement poursuit la mise en œuvre du PV de conciliation signé le 28 décembre 2021 entre le gouvernement, le patronat et la CDTM dans le cadre du pacte de stabilité sociale dont le point 3.2 du plan d'action prévoit l'extinction des PV de conciliation. C'est dans ce cadre que nous avons procédé les 3 et 5 septembre 2024 à l'évaluation de votre PV de conciliation. Ce deuxième congrès ordinaire de la CDTM intervient à un moment où les groupes terroristes s'en prennent aux citernes transportant des hydrocarbures. Ministres et congressistes, tous ont adressé des motions de remerciement et de soutien aux chauffeurs et à notre vaillante armée avant de saluer la résilience de la population. Voilà, Ousmane Almoudou est le nouveau visage de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. À l'occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière commémorée chaque 3e dimanche du mois de novembre, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, alerte sur l'ampleur du drame humain qui frappe quotidiennement le Mali. Boukari Koulibaly. Depuis 14 ans, le Mali retient son souffle chaque 3e dimanche de novembre pour honorer la mémoire des victimes d'accidents de la route. Une tradition désormais solidement ancrée à laquelle le ministère des Transports s'associe une nouvelle fois cette année. Selon les rapports 2023 de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation de la sécurité routière, le nombre de décès sur les routes dans le monde reste inacceptablement élevé, avec une estimation de 1,35 million de morts chaque année. La journée de souvenirs répond donc à un grand besoin des victimes, celui de voir leurs pertes et leurs douleurs entendues et reconnues et partagées sous les slogans retenus pour les Nations Unies. Se souvenir, soutenir, agir. Chaque jour, près de 2 Maliens perdent la vie sur nos routes selon les chiffres du département. Une réalité alarmante qui appelle à une prise de conscience collective et à une synergie d'action. Il s'agit entre autres de rendre visite et d'apporter des kits de soins médicaux aux blessés de la voie publique à l'hôpital Gabriel Touré et à l'hôpital de Kati. D'organiser des formations à la sécurité routière à l'endroit des syndicats du département. La journée mondiale du souvenir est également l'occasion pour la ministre de saluer les efforts déjà entrepris par le gouvernement, notamment à travers la création et l'opérationnalisation du comité interministériel de sécurité routière. Ensemble, faisons de la sécurité routière une cause nationale et un engagement citoyen. Souvenons-nous des victimes, soutenons leurs familles et agissons dès aujourd'hui pour que la route ne soit plus jamais un vecteur de chagrin et de deuil. À noter que la journée du souvenir aux victimes d'accidents s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030.
signature au Niger d'un accord de rétrocession du financement de projets de renforcement de la protection d'eau à Bari Amiti et Amidou Abdoulaye pour plus de détails. Près de 100 millions de dollars US rétrocédés à la Société de patrimoine des eaux du Niger pour renforcer et appuyer la production et la distribution d'eau potable à Niamey. L'ASPEN bénéficie également d'une rétrocession d'un don de la Banque africaine de développement pour la finalisation des études de faisabilité technique pour la fourniture d'eau potable dans la région de Tillabéri, notamment la zone des 3 frontières. Ce projet vise deux grands objectifs. Premièrement, c'est de renforcer significativement la capacité de distribution d'eau au niveau de la ville de Niamey, mais également de procéder à la réalisation d'une importante étude de faisabilité technique, en particulier les études d'avant-projet sommaire et détaillé et les dossiers d'appel d'offres pour un autre important projet d'alimentation en eau potable de toute la zone de Saï, Tapoa, Torodi et Maklondi, qui est une zone dont les contextes hydrogéologiques rendent difficile la mobilisation des sources souterraines et donc qui va être réalisé à partir d'une usine de traitement d'eau potable à partir du fleuve Niger à Saï. Ce projet est d'une importance pour les régions de Niamey et Tillabéri dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations conformément à la vision du programme de la refondation du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Tchani. La Banque africaine de développement aux côtés du Niger pour l'aider à répondre à toutes les attentes sociales, notamment en matière de fourniture d'eau. Et ça concerne effectivement la région de Tillabéri et de Niamey. Ce projet, il cadre parfaitement avec les orientations des plus hautes autorités, le général Tchani, dans sa vision, le programme de refondation, et à travers l'axe toujours numéro 4, accélération des réformes sociales. C'est une démarche qui vise effectivement à répondre aux demandes sociales extrêmement fortes. C'est pour dire qu'une fois ces ressources rétrocédées, il y en a effectivement certains de nos partenaires qui sont prêts à accroître le niveau du financement pour la mise à disposition de l'eau de qualité dans la région notamment de Niamey et Tillabéri. Les autorités de la refondation répondent à un besoin vital des populations nigériennes, notamment des régions de Tillabéri et Niamey, toute chose à laquelle s'engage le gouvernement depuis le 26 juillet 2023 pour le bien-être des populations nigériennes. Et on va suivre cette visite dans la 6e région militaire au Burkina Faso du chef d'État-major général adjoint des armées. C'est avec Bienvenue Taoussa. Alors qu'ils font preuve d'un engagement constant contre l'ennemi, les Boys reçoivent la visite d'un haut cadre de l'armée. Dans la 6e région militaire, le commandant du commandement des opérations du théâtre national vient non seulement encourager mais surtout remobiliser les troupes car la guerre n'est pas encore terminée. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez déjà fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est suivi et c'est connu. C'est-à-dire travailler la main dans la main pour une victoire finale. Dans les différents face-à-face, l'un des plus savoureux, le voici. Le colonel Théophile Nikema félicite les éléments de retour de l'opération Kiarima 4, une mission qui a permis l'acheminement de 472 camions pour le ravitaillement de population le long du trajet de Fada à Taouri. Une brillante opération qui permet également des travaux de fortification, des relèves de détachement et l'installation des BIR 26 à Ougarou et 27 à Diapaga. Félicitations pour la réussite de cette mission. Donc je voudrais, après ces félicitations, vous encourager à maintenir l'élan. On ne doit pas faiblir parce que la guerre n'est pas finie. Tout en honorant la mémoire des frères d'armes tombés, le commandant du commandement des opérations du théâtre national salue ici des modèles de professionnalisme, de bravoure et de patriotisme. C'est une mission importante qui a permis de ravitailler la mine de Bungu, qui est maintenant gérée par l'État burkinabé, mais aussi les différentes localités situées sur l'itinéraire. Les localités des provinces du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba. La vigilance reste de mise. Le colonel Théophile Nikema le rappelle à chaque étape de sa tournée débutée auprès des FDS de la garnison de Fadangourma. Rester soudé en toutes circonstances reste le leitmotiv. Il revient sur les valeurs clés que sont notamment la cohésion, la discipline, la rigueur
et de sérieux. Cette tournée a été mise à profit pour échanger avec les autorités locales de Farangourma et de Diapaga, des forces vives invitées à rester mobilisées autour des forces combattantes. Nous sommes très contents de cette visite du commandant qui est venu sur le terrain pour encourager les troupes, les efforts des coutumiers, des confédérations musulmanes, de toutes les couches de la population. Et en sa qualité de commandant de la brigade spéciale et d'intervention rapide Bessir, le colonel Théophile Nikema a effectué une visite opérationnelle au bataillon d'intervention rapide nouvellement installé, notamment les BIR 26 à Ougarou et BIR 27 à Diapaga. Il salue l'engagement des hommes, les félicitant pour le travail déjà abattu et les galvanisant pour les défis à venir. Je vous propose de la lecture chronique d'une démocratie fragile au Mali. C'est ainsi que s'intitule cette nouvelle parution. C'est un essai de 120 pages qui fait la genèse de la démocratie malienne et les attaques terroristes. L'ouvrage est une œuvre de Seydou Traoré. Tchemro Konati nous en parle. C'est un administrateur civil qui porte désormais la casquette d'écrivain. Il s'agit du nommé Seydou Traoré, titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, conseiller au gouvernorat de Kidal. Cette première parution, qui s'intitule « Chronique d'une démocratie fragile au Mali », est un essai de 120 pages inspiré de la crise multiforme qui traverse le Mali depuis 2012. Son déclic est parti d'une première annonce la nuit du 30 mars de la même année, faisant état de l'occupation de la région de Kidal par les groupes terroristes. Outre les abus perpétrés par les terroristes, l'ouvrage, comme son titre l'indique, fait la genèse de la démocratie malienne et les soubresauts qui l'ont toujours caractérisé depuis son avènement. L'ouvrage appelle vraiment à la démocratie, et que la démocratie n'est jamais acquise. C'est tout un chemin. Il faut construire, il faut reconstruire pour arriver à l'idéal qui est la perfection, qui peut être très difficile d'ailleurs. Autre point saillant de la publication, le néocolonialisme. La crise qui a commencé au nord a certainement amorcé sa fin définitive le 7 juin 2021, date de l'investiture de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta comme président de la transition chef de l'État. Cet ouvrage est bien plus qu'un récit. C'est un éclairage, une interrogation, comme vous l'aurez compris, et parfois un miroir tendu à nous-mêmes. En analysant nos forces, mais aussi nos fragilités, M. Traoré nous invite à un exercice de lucidité et de responsabilité citoyenne. Le ministre de la Communication que je représente ici salue cette initiative qui contribue à nourrir l'espace public de réflexion juste, honnête et responsable. Ainsi, l'auteur honore un engagement, celui d'apporter sa modeste contribution à la recherche des solutions à la crise qui prévaut au Mali. Il invite la population à plus de résilience et à soutenir les autorités de la transition. Siragatou Sissé, merci de me rejoindre. Bonsoir. Merci, bonsoir Yanya Traoré. On l'a annoncé hier, la Supercoupe Ben Oumar Sy, le stade malien de Bamako, a remporté cet après-midi le trophée devant le Djoliba AC 1-0. Zoumana Sempara est l'auteur du but à la 45e minute. Les Blancs soulèvent le trophée pour la 16e fois de l'histoire. Cette Supercoupe Ben Oumar Sy s'est jouée dans une belle ambiance au stade Mamadou Konaté en présence de Famouri Djourté et Sidi Modibo Dembélé. Le stade malien de Bamako est le nouveau super champion du Mali pour la saison 2025-2026. Les Blancs de Bamako ont remporté la Supercoupe du Mali ce dimanche en battant les Rouges de Bamako, leur éternel rivaux, 1-0. La hiérarchie a été respectée. Nous avions en face de nous un adversaire difficile à manœuvrer et nous tenons à féliciter l'équipe adverse. Comme on le dit souvent, un derby ne se joue pas, il se gagne. Et ce match l'a encore confirmé. La première période a été très fermée. Il faut attendre la 34e minute pour voir la première vraie occasion du match. L'ailier du Djoliba AC, Aboubakar Boubou Sidibé, déborde sur le côté gauche et centre. Amadou Soumaré reprend de la tête, mais le gardien du stade malien Ngolo Traoré capte le ballon sans difficulté. Juste avant la pause, le match bascule. Zoumana Sempara
Ancien joueur du Djoliba AC profite d'un ballon qui traîne dans la surface de Wilfried Kouassi et ouvre le score contre le cours du jeu. Le stade malien mène 1-0 à la mi-temps. En seconde période, les Blancs gèrent leur avance. Le Djoliba pense égaliser à la 84e minute par Lamine Diakité, mais le but est refusé pour un hors-jeu. Score final 1-0 pour le stade malien. Les Blancs de Bamako détrônent les Rouges de Bamako. On n'a rien à reprocher, on a joué, on fait un match parfait. Et l'arbitre nous a refusé la victoire. C'est trop simple, vous avez tous vu. Voilà, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'était une rencontre assez difficile, tant sur le terrain, tant techniquement que pour les nerfs. Les gars ont été tenaces, ils ont été à la hauteur de leur tâche et nous tenons à les féliciter davantage. Le stade malien de Bamako remporte ainsi sa 16e Supercoupe du Mali de football, la 5e sur son rival le Djoliba AC. C'est donc parti pour la nouvelle saison sportive de la Fédération malienne de football. Oui, Famori Djourté, la nouvelle saison 2025-2026 démarre le week-end prochain. Nous allons continuer, nous allons parler de droit télé, Siragatou, Cannes Maroc 2025, du 21 décembre au 18 janvier 2026. Ça sera la messe du football africain. Malheureusement, la CAF entend offrir 33 matchs sur 52. Les directeurs généraux des chaînes de télévision publiques et privées dénoncent cette attitude, Siragatou. Oui, face à l'incompréhension, les directeurs généraux des chaînes de télévision publiques et privées de l'Afrique francophone au sud du Sahara expriment leur désaccord à travers une correspondance adressée à la CAF. Sur les 52, la CAF entend offrir 33. On écoute justement le directeur général de l'ORTEM, Hassan Baba Yombele, sur le sujet. La grande compétition africaine, la CAN Maroc 2025, c'est pour le mois de décembre. Et pour ce faire, comme vous le savez, comme d'habitude, il y a des droits à payer pour les pays qui sont intéressés pour la retransmission des matchs. C'est ainsi donc que, comme d'habitude, la CAF trouve des agents pour commercialiser les droits. Et nous avons été approchés par celui qui a en tout cas les droits pour pouvoir avoir les matchs de la compétition. Mais on s'est rendu quand même compte qu'on n'a pas l'intégralité des matchs, les 52 matchs de la compétition. On nous propose 33 matchs, mais pire, c'est que les autres pays quand même anglophones ont l'intégralité des matchs de la compétition. Je ne sais pas trop à combien ils commercialisent à ce niveau-là, mais en plus, il faut reconnaître que c'est avec des coûts assez importants. Rien que pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, je crois, et les compétitions européennes, le bouquet qu'on avait proposé à nos téléspectateurs, on était aux alentours de 1,5 milliard. Je dis bien 1,5 milliard, financé par l'État. Parce qu'on sait que le football intéresse beaucoup le public malien. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment des coûts assez importants. Mais ce qui nous a intrigués, nous responsables de médias publics, de télévisions publiques, en tout cas de l'Afrique francophone subsaharienne, c'est surtout le nombre de matchs que la CAF nous propose. Alors, de fil en aiguille, on s'est retrouvés en vidéoconférence, directeur des médias francophones de l'Afrique subsaharienne, pour échanger, pour voir quelle était la conduite à tenir. À l'unanimité, on s'est dit, bon, il est bon d'écrire à la CAF pour dénoncer cet état de fait. C'est ce qui nous a conduit justement à cette lettre de dénonciation qui a été adressée à la CAF pour d'abord notifier que la CAN est une compétition africaine qui est a priori destiné au public africain et que c'est une fête, c'est la fête du football sur le continent. Donc il est important de faire partager cette fête avec l'ensemble de la population africaine. Ça c'est un premier point. Deuxième point, et on a jugé nécessaire de signifier que en tant que média public, nous offrons à notre public la compétition sans frais, mais sur le même territoire, nous avons quand même des diffuseurs qui ont l'intégralité de la compétition et donc qui sont dans une concurrence un peu pas saine. Donc c'est ce qu'on a voulu vraiment dénoncer à travers cette lettre que nous avons signée, paraphée, une dizaine de responsables de médias de l'Afrique subsaharienne pour vraiment signifier à la CAF qu'il était important vraiment de jouer à l'équilibre, de faire en sorte que nous soyons vraiment à l'équité
par rapport au nombre de matchs, mais surtout voir aussi comment réduire les coûts de la compétition. Et nous attendons vraiment la réponse de la CAF et nous espérons que la CAF va vraiment accéder à notre demande, c'est-à-dire faire en sorte que nous ayons quand même l'intégralité de la compétition. Cette annonce à votre connaissance, l'émission Kibaba, aussi la chaîne de ce dimanche 16 novembre 2025, reçoit à 22h45 comme invité Dr Moussa Sow, le président de la Ligue régionale de football de Caille. Kibaba sur la chaîne 2 est une présentation de Koji Sibi et une réalisation de Souleymane Sanogo. Very good. Et c'est sur la 95.2. L'onde des chocs. C'est tout, Siragatou. C'est ce qu'il fallait arrêter. Un grand merci à nos téléspectateurs de Diapaga, de Tilaberi et de Gounam. C'est dans la confédération de l'AES. Siragatou, bon début de semaine à toi. Merci à vous. Et Barakissa Ouattara sera là demain 20h. Bonsoir à tous.